Oui, c'est vrai, vous vous retrouvez soudainement en minorité en tant que gagnant, car j'étais à votre place l'année précédente en tant que perdant, et c'est une fête bien plus importante. À 65 ans, Colin Firth devrait profiter d'une vie couronnée d'honneur et d'applaudissements. Pendant des décennies, il a été admiré pour son charme discret, ses performances puissantes et ses rôles inoubliables. Des héros romantiques aux personnages profondément complexes, il a conquis le cœur du monde entier. Mais derrière la gloire et les récompenses se cache une histoire que peu connaissent vraiment. Le temps a apporté son lot d'épreuves inattendues, de souffrances personnelles et de moments difficiles qui ont bouleversé sa vie. Voici le chapitre caché du parcours de Colin Firth, bien plus déchirant que quiconque ne l'aurait imaginé. Alors, rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir les détails, le scandale qui a brisé son image. En 2018, les gros titres italiens ont explosé suite à une nouvelle choquante concernant Colin Firth et son épouse Livia Giugioli. Cette dernière avait porté plainte pour harcèlement contre un journaliste nommé Marco Brancaccia, un homme qu'elle connaissait depuis l'enfance. Les accusations étaient graves et troublantes. Livia affirmait que Marco la harcelait depuis des années, lui envoyant des messages menaçants et refusant de la laisser tranquille. Elle décrivait un sentiment de peur, d'emprisonnement et de détresse. Colin a rapidement publié un communiqué pour soutenir son épouse. Il a qualifié la situation de profondément pénible pour leur famille. La presse britannique a relayé cette version des faits. Livia était présentée comme une victime Marco, comme un prédateur obsessionnel. C'était une histoire simple et dramatique, acceptée sans trop de questions. Colin, toujours perçu comme un parfait gentleman, l'a défendu sans hésiter. Mais en privé, la vérité était bien plus complexe. En 2015 et 2016, Colin et Livia s'étaient séparés discrètement. Seul un petit cercle d'amis proches savait qu'ils prenaient du recul pour réfléchir à leur mariage. Durant cette période douloureuse, Livia a renoué avec Marco à Rome. De vieux souvenirs ont alimenté des conversations régulières. Peu à peu, ces conversations ont pris une autre tournure. Ce qui avait commencé comme une amitié s'est transformé en une véritable histoire d'amour. Ils ont même été aperçus ensemble en Italie, loin des projecteurs médiatiques britanniques. Plus tard, en 2016, Colin et Livia décidèrent de se réconcilier. Elle mit fin à sa relation avec Marco. Selon des sources proches du couple, Marco vécut très mal la rupture. Les messages qui suivirent étaient empreints d'émotion et de colère. Ils reflétaient la souffrance et la confusion d'une personne se sentant abandonnée. Livia les appelait de manière menaçante. Marco insiste sur le fait qu'il n'en était rien, et Colin crut sa femme. L'affaire suivit son cours devant les tribunaux italiens avec le soutien total de Colin. Son nom, sa réputation et ses ressources étaient engagés en sa faveur. Puis, en 2019, tout bascula. Livia retira soudainement sa plainte. Elle admit que sa relation avec Marco était consentie. Elle reconnut avoir déformé certains éléments des événements qui s'étaient déroulés après la fin de leur liaison. L'affaire de harcèlement s'effondra. Marco avait conservé des messages et des preuves attestant du caractère mutuel de la relation. Les médias italiens se retournèrent violemment contre Livia, l'accusant de mensonge. Les tabloïds britanniques, en revanche, étouffèrent l'affaire, préservant autant que possible l'image de Colin. Mais pour Colin, le mal était fait. Il avait défendu quelqu'un qui non seulement l'avait trahi, mais qui l'avait aussi placé au cœur d'une bataille juridique bâtie sur des fondements fragiles. Des amis ont confié plus tard qu'il était profondément blessé. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était une humiliation publique et un chagrin d'amour intime mêlés. Pour un homme connu pour ses rôles d'hommes honorables, la réalité était brutale. Et cette fois, il n'avait aucun scénario pour le guider. Comment le scandale a-t-il affecté le mariage de Colin? La suite au prochain épisode. Lorsque leur mariage a finalement pris fin en décembre 2019, Colin Firth et Livia Giugioli ont publié un communiqué commun annonçant leur séparation. Leurs propos étaient empreints de calme et de sensibilité. Ils ont évoqué leur volonté de maintenir une amitié sincère malgré leur vie séparée. Ils ont promis d'élever leurs enfants ensemble, dans le respect et la discrétion. Cela semblait paisible, presque doux. Un message formaté par des avocats peaufinés pour éviter tout drame ou problème juridique ultérieur. Ce que le communiqué ne disait pas, c'était à quel point Colin était anéanti. 22 ans de mariage s'achevaient.
Plus de 2 décennies de souvenirs partagés de maisons de voyage et de projets réduits en quelques lignes de langage formel. Le timing a rendu la situation encore plus difficile. La séparation s'est produite pendant la saison des remises de prix. Colin avait encore des films à promouvoir et des tapis rouges à fouler. Il est arrivé seul, élégamment vêtu, souriant aux photographes. Il a donné des interviews réfléchies sur son travail, parlant de la même voix posée que tous admiraient. Personne n'aurait pu deviner que son monde personnel s'écroulait. Voilà le fardeau d'être un professionnel. Quand on est connu pour ses performances, on attend de vous que vous continuiez à assurer même quand votre vie personnelle est un désastre. Le divorce a été prononcé en 2020, au moment même où le monde se confinait à cause de la pandémie. C'était un timing catastrophique. Alors que les villes se fermaient et que les gens se réfugiaient chez eux, Colin s'est retrouvé confronté à un isolement d'un autre ordre. Ses fils étaient adultes et construisaient leur propre vie. La maison en Italie jadis, symbole de rêves partagés et de vacances en famille, était devenue un nouvel objet de discussion lors de réunions juridiques. Le partage des biens était plus douloureux encore que le chagrin d'amour lui-même. Mettre des chiffres sur une vie autrefois fondée sur l'amour peut être cruel. Colin a géré la situation discrètement. Il a refusé de parler publiquement de son divorce. Lorsque les journalistes ont tenté de l'interroger, il a habilement recentré la conversation sur son travail. Pourtant, ses collègues ont remarqué un changement. Il semblait plus distant, plus prudent. La chaleur naturelle qu'il dégageait autrefois sur le plateau paraissait désormais forcée. Des amis ont confié plus tard, toujours sous couvert d'anonymat, que Colin avait entamé une thérapie. Il essayait de comprendre non seulement la liaison de Livia, mais aussi son propre rôle dans cette histoire. Avait-il ignoré des signes avant-coureurs? Avait-il choisi la paix plutôt que la vérité parce que celle-ci lui paraissait trop douloureuse? Ces questions sont lourdes. Elles obligent à une introspection parfois difficile. Pendant des années, Colin avait été le pilier de la famille, celui qui faisait tourner les choses. À présent, il se demandait si cette stabilité ne masquait pas une peur. Sa loyauté était-elle un amour pur? Ou bien la peur de finir seul? Il n'y avait pas de réponse simple. Les détails de l'accord sont restés confidentiels, même si les experts estiment qu'il lui a coûté très cher. Non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Il n'était plus le mari d'un mariage italien passionné. Il était un homme divorcé à Londres, apprenant à se connaître sans le rôle qu'il avait si longtemps tenu. Et cette fois, il n'y avait pas de scénario pour le guider jusqu'à la fin. Mais avant le scandale et le divorce, à quoi ressemblait l'histoire d'amour de Colin? Y avait-il des signes avant-coureurs de ce dénouement, la suite au prochain épisode? Une histoire d'amour qui semblait parfaite. Au début des années 1990, sur le tournage d'une mini-série de la BBC en Italie, Colin Firth rencontra Livia Giugioli pour la première fois. Elle travaillait comme assistante de production. Elle dégageait cette chaleur méditerranéenne naturelle qui contrastait fortement avec la réserve britannique et discrète de Colin. Leur coup de foudre fut immédiat, mais leur relation ne fut pas simple. Colin était prudent de nature. Il réfléchissait longuement avant de prendre des décisions, surtout en amour. Livia était différente. Passionnée, franche et pleine d'énergie, elle l'avait complètement désarmée, comme l'ont confié plus tard ses amis. Pour un homme réputé discret et réservé, ce sentiment était à la fois exaltant et effrayant. Sa notoriété grandissante ne semblait pas l'impressionner. Elle parlait plutôt d'art d'environnement, de ce monde qu'elle était sur le point de changer. Cette sincérité l'a séduit. Ils se sont mariés en 1997 lors d'une cérémonie intime et discrète exactement comme Colin le souhaitait. Ensemble, ils fondèrent une famille avec 2 fils, Luca et Matteo. Mais beaucoup ignoraient un détail important. Luca était né avant leur mariage d'une précédente union de Livia. Colin l'avait adopté sans hésiter et l'avait élevé comme son propre enfant. Pour les observateurs extérieurs, cela semblait être la preuve d'une grande profondeur de caractère et d'un amour inconditionnel. Et c'était peut-être le cas. Mais cela a aussi créé un schéma récurrent. Colin était toujours celui qui s'adaptait, celui qui veillait à ce que tout tienne la route. La famille partageait son temps entre Londres et une villa en Ombrie. Cette maison de campagne devint le grand projet de Livia. Elle la transforma en un refuge éco-responsable, organisant des rencontres sur l'environnement et des ateliers sur le développement durable. Colin soutenait fièrement sa vision. Il finança les rénovations
et loua sa passion dans les interviews. La presse adorait cette image. Ils étaient perçus comme réfléchis et équilibrés, élevant leurs enfants loin du tumulte d'Hollywood. Lorsque Colin assistait seul à des événements sur tapis rouge, il expliquait que Livia préférait les causes importantes à la vie de célébrité. Ce choix a suscité l'admiration. Mais derrière cette admiration se cachait une réalité plus discrète. Dans de nombreuses interviews, Colin décrivait Livia comme son pilier, son inspiration, son équilibre. Il parlait de ses valeurs, de ses idéaux et de sa force. Il évoquait rarement l'importance de son soutien émotionnel. Avec le temps, cette différence a compté. Leurs proches avaient remarqué certains schémas. Livia avait des opinions bien arrêtées sur sa carrière. Elle pensait que certains rôles le mettaient en valeur, tandis que d'autres ne correspondaient pas à leurs valeurs communes. Colin était généralement d'accord. Il faisait confiance à son jugement. Il avait autrefois trouvé en elle un réconfort face à la solitude, et ce genre de lien peut pousser une personne à tolérer plus qu'elle ne le devrait. Il se sentait indispensable. Ce sentiment donnait un sens à sa vie, mais être indispensable n'est pas synonyme d'être apprécié. Et lorsque la vérité sur leur mariage a finalement éclaté, ce n'est pas seulement un chagrin d'amour qui l'a forcé à remettre en question tout ce qu'il croyait être leur histoire d'amour. Avec le temps, Colin s'est retrouvé mêlé à un autre drame. Il semblerait que sa vie n'ait été après tout qu'une longue série de déceptions amoureuses. Alors que sa vie personnelle se délitait discrètement, Colin Firth se retrouva au cœur d'une nouvelle polémique, cette fois-ci professionnelle. Il avait décroché un rôle principal dans la mini-série en 5 épisodes Lockerbie à la recherche de la vérité, consacrée à l'attentat de Lockerbie de 1988. Mais bien avant sa diffusion, le projet avait déjà suscité un débat profond et douloureux. La série s'intéressait au docteur Jim Swire, un père qui avait perdu sa fille Flora dans l'attentat contre le vol 103 de la Pan Am. Firth incarnait le docteur Swire, s'inspirant de son propre livre et de sa conviction de longue date que l'attaque n'avait pas été perpétrée par la Libye seule. Swire avait publiquement remis en question la condamnation d'Abdelbasset al-Megrahi, le Libyen reconnu coupable en 2001. Il avait avancé que l'Iran pourrait être responsable et que Megrahi avait été victime d'une grave erreur judiciaire. Cette affirmation avait troublé de nombreuses familles de victimes. L'Association américaine Victims of Pan Am Flight 53 avait exprimé de vives inquiétudes. Elle craignait que la série ne propage ce qu'elle qualifiait de récit mensonger. Un récit que la plupart des familles endeuillées rejetaient. Michelle Koulala-Lipkin, dont le père Frank Koulala était décédé dans l'attentat, s'était exprimée publiquement. Elle avait déclaré que la production amplifiait une version des faits que de nombreuses familles contestaient depuis des années, en se concentrant uniquement sur l'histoire d'un père. Elle estimait que la douleur des autres familles était occultée. Firth aurait pris ses préoccupations au sérieux. Des sources internes indiquaient qu'il était mal à l'aise face à la manière dont la série remettait en cause la condamnation initiale. Il pensait que la série pourrait avoir une influence considérable sur l'opinion publique, tout comme la série Monsieur Bates contre la Poste avait remodelé la perception du scandale des directeurs de poste. Il souhaitait avoir la certitude de participer à un projet responsable et non à un projet négligent. Pendant le tournage, Firth avait rencontré le docteur Swire, des membres de l'équipe de défense de Megrahi et le journaliste John Ashton, dont le livre de 2012, Megrahi, You Are My Jury, avait remis en question des preuves clés dans cette affaire. Ashton avait soutenu qu'un fragment crucial du circuit imprimé censé avoir déclenché la bombe pourrait ne pas être authentique. Des sources ont par la suite affirmé qu'après ces réunions, Firth se serait senti rassuré quant à la poursuite de son rôle. La série coproduite par Carnival Films et adaptée du livre de 2021 intitulé The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice devait être diffusée sur Sky TV. Elle mettait également en vedette Catherine McCormick et Ardalan Esmaili. Pour Firth, il ne s'agissait pas d'un simple rôle. C'était une histoire vraie, un deuil bien réel, une controverse bien réelle. Et une fois de plus, il se retrouvait au cœur d'un événement qui dépassait largement le cadre d'un scénario. Mais avant les scandales et les polémiques qui étaient Colin Firth, et où son histoire a-t-elle commencé? Poursuivez votre lecture pour le découvrir. L'histoire d'un homme discret et marginal, Colin Firth, né Colin Andrew. Firth, le 10 septembre 1960, dans le petit village de Greyshot, dans le Hampshire,
était issue d'une famille profondément universitaire. Sa mère, Shirley Jean Rolls, était maître de conférences en religion comparée à l'ancien King Alfred's College, aujourd'hui l'Université de Winchester. Son père, David Norman Lewis Firth, était maître de conférences en histoire dans le même établissement et travaillait également pour le gouvernement nigérian où il était chargé de l'éducation. Colin était l'aîné de 3 enfants. Sa sœur Kate devint plus tard actrice et coach vocal, tandis que son frère Jonathan se lança lui aussi dans le théâtre. La foi et l'engagement civique étaient des valeurs fondamentales de la famille. Ses grands-parents maternels étaient pasteurs congrégationalistes et son grand-père paternel, prêtre anglican. Les 2 branches de la famille étaient impliquées dans des missions à l'étranger. De fait, les 2 parents de Colin étaient nés en Inde et y avaient passé une partie de leur enfance, ce qui a conféré à la famille une forte ouverture internationale dès son plus jeune âge. En raison des carrières de ses parents, l'enfance de Colin fut loin d'être stable. Il passa plusieurs années de sa petite enfance au Nigeria, s'adaptant à différentes cultures et environnements. À l'âge de 11 ans, sa famille déménagea à Saint-Louis, dans le Missouri. Il décrira plus tard cette période comme difficile. Se sentir différent et déplacé devint une expérience familière. Lorsque sa famille retourna en Angleterre, il fréquenta la Montgomery of Alamein Secondary School, aujourd'hui appelée King's School à Winchester. À l'époque, c'était un lycée public. Firth avait du mal à s'intégrer. Considéré comme un étranger, il devint la cible de brimades. Pour survivre socialement, il adopta l'accent local du Hampshire et fit même semblant de partager le désintérêt de ses camarades pour l'école. C'était un mécanisme de défense, une façon de se protéger. Pourtant, même durant ces années difficiles, une fibre créative était en train de se développer. À l'âge de 10 ans, il a commencé à suivre des ateliers de théâtre. À 14 ans, il avait déjà décidé de devenir acteur professionnel. Les études en elles-mêmes ne l'inspiraient pas. Il a admis plus tard qu'il trouvait l'école ennuyeuse et peu stimulante et qu'il se sentait déconnecté de la plupart des matières. Tout a basculé lorsqu'il est entré au lycée Barton Peveril à Eastleigh. Là-bas, une professeure d'anglais nommée Penny Edwards a éveillé en lui une véritable passion pour la littérature. Ces 2 années ont été parmi les plus heureuses de sa vie. Après le lycée, il s'est installé à Londres et a rejoint le National Youth Theatre. Il a travaillé au service des costumes du National Theatre, apprenant ainsi les rouages du métier de l'intérieur. Finalement, il a suivi une formation formelle au Drama Centre London, jetant ainsi les bases de la carrière qui allait plus tard le définir. À quelle vitesse son ascension a-t-elle été fulgurante? Découvrons-le. D'acteur prometteur à séducteur, malgré lui, après une formation au Drama Centre London, Colin Firth a fait ses preuves sur les planches avant de se consacrer pleinement au cinéma et à la télévision. Lors de sa dernière année au Drama Centre, il a interprété Hamlet, un rôle exigeant qui révélait déjà l'intensité discrète qui allait devenir sa marque de fabrique. En 1984, il fait ses débuts au cinéma dans le rôle de Tommy Judd dans l'adaptation cinématographique d'Another Country, aux côtés de Rupert Everett. Firth interprète l'ami marxiste réfléchi du personnage d'Everett. Ce projet marqua le début d'une longue et très médiatisée querelle entre les 2 acteurs qui ne se résoudrait finalement que des années plus tard. Un succès précoce, suivi lorsqu'il joua aux côtés du légendaire Laurence Olivier dans l'adaptation télévisée de Lost Empires d'après le roman de J.B. Priestley en 1987. Firth était associé à d'autres jeunes talents britanniques comme Tim Roth et Kenneth Branagh au sein de ce que les médias appelaient le Brit Pack. La même année, il apparut dans Un mois à la campagne, un film intimiste qui reflétait un thème que les critiques commençaient à remarquer dans son œuvre, des hommes meurtris par la guerre. En 1988, il a incarné le soldat Robert Lawrence dans le téléfilm de la BBC Tumbledown. L'histoire retraçait les graves blessures de Lawrence pendant la guerre des Malouines et son douloureux combat pour s'adapter à son handicap et à l'indifférence du public. La pièce a suscité une controverse politique, mais la performance de Firth lui a valu un prix du meilleur acteur de la Royal Television Society et une nomination au BAFTA. Il a continué à accepter des rôles audacieux. En 1989, il a joué dans Valmont, réalisé par Miloš Forman. Bien que sorti peu après Les Liaisons dangereuses, le film n'a pas connu le même succès. La même année, il a également joué dans le thriller psychologique Apartment Zero, incarnant un personnage socialement maladroit et paranoïaque.
Tout a basculé en 1995 avec l'adaptation par la BBC d'Orgueil et Préjugés. Dans le rôle de M. Darcy Firth est devenu une figure emblématique. Face à Jennifer Hale, il a apporté profondeur et retenue au personnage. Une scène du lac. Désormais célèbre et absente de Orgueil et Préjugés, l'a transformée de manière inattendue en icône romantique. Bien qu'il ait apprécié ce succès, il craignait d'être catalogué. Il a habilement joué contre cette image dans le journal de Bridget Jones en incarnant Mark Darcy. Un clin d'œil moderne à son rôle précédent. Le film fut un immense succès et donna lieu à une suite tout aussi réussie. Auparavant, il avait joué dans Le Patient anglais puis dans Fever Pitch. Le début des années 2000 fut marqué par une grande variété de rôles, Love Actually, La jeune fille à la perle et même la comédie musicale à succès Mamma Mia. Chaque projet révélait une facette différente de son talent, qu'il s'agisse d'incarner un fils en deuil, un protagoniste romantique ou de chanter nerveusement à l'écran. Firth a continué de bâtir une carrière caractérisée par une grande palette d'émotions, une retenue et une profondeur émotionnelle discrète, avec le succès et la reconnaissance. Comment cette période a-t-elle influencé davantage la vie de Colin? Continuez à regarder pour le découvrir. Triomphe, reconnaissance et le poids des grands rôles. En 2009, Colin Firth avait déjà bâti une longue et respectée carrière. Mais cette année-là a marqué un tournant. Lors de la 66e Mostra de Venise, il a reçu la prestigieuse Coupe Volpi du meilleur acteur pour sa performance dans A Single Man, réalisé par le couturier devenu cinéaste Tom Ford. Dans ce film, Firth incarnait George Falconer, un professeur d'université endeuillé par la mort soudaine de son compagnon de longue date. Sa prestation, tout en retenue et en sobriété, était empreinte de solitude et de souffrance enfouie. La critique l'a qualifié de meilleure performance de sa carrière. Ce rôle lui valut des nominations aux Oscars, aux Golden Globes, aux Screen Actors Guild Awards, aux BAFTA et aux Critics' Choice Awards. En février 2010, il remporta le BAFTA du meilleur acteur. Pour beaucoup, cette récompense était amplement méritée. Puis vint le rôle qui allait marquer toute une génération dans sa carrière. En 2010, Firth incarna le prince Albert, duc d'York, futur roi George VI, dans Le Discours d'un roi. Le film racontait l'histoire d'un homme aux prises avec un grave trouble de la parole, se préparant à diriger la Grande-Bretagne en des temps incertains. Au Festival international du film de Toronto, le film a reçu une ovation debout. Par un heureux hasard, la projection avait lieu le jour du 50e anniversaire de Firth, ce que beaucoup ont considéré comme le cadeau idéal. Les récompenses n'ont pas tardé à arriver. En janvier 2011, il a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. Peu après, il a reçu le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur. En février, il a remporté son deuxième BAFTA consécutif du meilleur acteur. Le 27 février 2011, il a reçu l'Oscar du meilleur acteur. Le film a connu un succès mondial rapportant plus de 400 millions de dollars à travers le monde. Loin de ralentir la cadence, Firth a continué à choisir des rôles complexes. En 2011, il est apparu dans Tinker Tailor Soldier Spy, adapté du roman de John le Carré, aux côtés de Gary Oldman, Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Mark Strong et John Hurt. Il a joué le rôle de l'officier supérieur du renseignement Bill Hayden. Les critiques ont salué la tension du film et la performance convaincante de Firth. La même année, il a tourné Gambit, un remake de la comédie policière des années 1960, initialement associé à Michael Caine. Sorti en 2012. Le film a connu des difficultés tant auprès de la critique que du public. Malgré cela, les critiques ont noté que Firth restait imperturbable et posé même lorsque le scénario s'essoufflait. En 2012, il a cofondé la société de production Rain Dog Films avec l'entrepreneur Jed Dougherty. Leur premier long-métrage majeur, Eye in the Sky, est sorti en 2016 et a révélé l'intérêt croissant de Firth pour une narration significative derrière la caméra. Il a continué à alterner entre drames sérieux et projets plus légers. En 2014, il s'est lancé dans le film d'action avec Kingsman Services Secret où il incarnait l'agent Harry Hart, brillant et élégant. Le film a connu un immense succès commercial et l'a fait connaître à un nouveau public plus jeune. Il a repris son rôle dans la suite Kingsman Le Cercle d'Or. Il a repris le rôle de Mark Darcy dans Bridget Jones's Baby Film qui a rencontré un vif succès. Dans Genius, il a incarné le rédacteur en chef Max Perkins aux côtés de Jude Law.
Il est également apparu dans The Happy Prince, réalisé par Rupert Everett. En 2018, il a fait son retour dans Mamma Mia, Here We Go Again et est apparu dans Le Retour de Mary Poppins. Il a ensuite interprété des rôles dramatiques dans 1917 Supernova et The Staircase. En 2025, il a incarné Jim Swire dans Lockerbie, à la recherche de la vérité. Même après des décennies dans l'industrie Firth, a continué à choisir des rôles marqués par le deuil, le devoir et une résilience discrète. Des thèmes qui reflétaient alors certains aspects de sa propre vie. En dehors des plateaux de tournage, qu'est-ce qui passionnait Colin, découvrons-le? L'engagement au-delà des plateaux. Colin Firth utilise depuis longtemps sa notoriété pour soutenir des causes auxquelles il croit profondément, notamment les droits des communautés vulnérables et marginalisées. Il a toujours été un fervent partisan de Survival International, une organisation non gouvernementale qui se consacre à la défense des droits des peuples tribaux du monde entier. S'exprimant en 2000, Firth a expliqué « Mon intérêt pour les peuples tribaux remonte à de nombreuses années et je soutiens Survival depuis lors. » Son engagement n'était pas seulement symbolique. Il a activement prêté sa voix à des campagnes et à des efforts de sensibilisation du public. En 2003, lors de la promotion de Love Actually, Firth s'est exprimé en défense du peuple autochtone San du Botswana. Il a condamné l'expulsion par le gouvernement des peuples Ghana et Gui de la réserve de gibier du Kalahari central, au-delà du Botswana. Il a soutenu des campagnes visant à protéger le peuple Awa-Gwaja du Brésil, dont les terres et les moyens de subsistance étaient menacés par l'exploitation forestière illégale et l'inaction gouvernementale. Son plaidoyer a contribué à attirer l'attention internationale sur le sort de ces communautés, mettant en lumière des injustices systémiques que de nombreux gouvernements ont ignorées. Les préoccupations humanitaires de Firth dépassaient le cadre des questions tribales. Il a soutenu le Conseil pour les réfugiés, militant contre l'expulsion de 42 demandeurs d'asile congolais qui risquaient la mort s'ils étaient renvoyés en République démocratique du Congo. Son plaidoyer a permis d'obtenir un sursis de dernière minute pour 4 d'entre eux, démontrant ainsi l'impact concret de l'activisme des célébrités lorsqu'il est associé à une attention soutenue et à une grande clarté morale. Outre la défense des droits des réfugiés et des peuples autochtones, Firth a participé à des campagnes mondiales œuvrant pour la justice économique. Il a rejoint l'initiative Make Trade Fair menée par Oxfam qui mettait en lumière les pratiques commerciales déloyales affectant les producteurs des pays en développement. La campagne dénonçait le dumping, les droits de douane élevés à l'importation et les violations des droits des travailleurs, et plaidait pour des changements systémiques susceptibles d'améliorer les conditions de vie des communautés marginalisées. Afin de renforcer son engagement en faveur des pratiques durables, il a cofondé Eco, une boutique éco-responsable située dans l'ouest de Londres, proposant des produits issus du commerce équitable et respectueux de l'environnement, tout en offrant des conseils d'experts sur les modes de vie économes en énergie. L'engagement politique de Firth s'étendait également à l'activisme numérique. En octobre 2009, lui et son épouse de l'époque, Livia Jujoli, ont lancé Brightwide, un site web dédié à l'activisme politique et environnemental lié au cinéma, qui encourageait les spectateurs à s'engager sur des questions sociales urgentes. Bien que le site soit désormais hors service, il reflétait la conviction de Firth que la sensibilisation et l'action pouvaient être conjuguées de manière novatrice et accessible au public. Sur le plan politique, Firth n'a jamais hésité à exprimer l'évolution de ses positions. Lors des élections générales de 2010, il a soutenu les libéraux démocrates, motivé en grande partie par son souci des droits des demandeurs d'asile et des réfugiés. Plus tard, en décembre 2010, il a retiré son soutien critiquant le revirement du parti sur les frais de scolarité et se déclarant sans affiliation politique. Il a également plaidé pour une réforme du système électoral britannique, soutenant le passage du scrutin majoritaire uninominal à un tour à une méthode de vote alternative lors du référendum de 2011 qui a finalement échoué. Les questions environnementales ont également été au cœur de ses préoccupations. En 2009, Firth a rejoint le projet 10-10, une campagne incitant à réduire son empreinte carbone et soulignant la responsabilité individuelle face à la lutte contre le changement climatique. L'année suivante, il a apporté son soutien à la branche britannique de Roots et Shoots. À quoi d'autre a-t-il consacré son temps en dehors de son engagement militant?
Restez à l'écoute pour le découvrir. La voix de Firth, au-delà du jeu d'acteur. Colin Firth a toujours utilisé sa créativité pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur, étendant son travail au-delà du jeu d'acteur à l'écriture, à la production et au militantisme. Sa première œuvre publiée, The Department of Nothing, est parue dans l'anthologie de 2000 intitulée Speaking with the Angel, éditée par Nick Hornby. Ce recueil a été créé au profit de Treehouse Trust, une association caritative soutenant les enfants autistes. Firth a rencontré Hornby lors du tournage du premier Fever Pitch et leur collaboration reflétait un engagement commun envers les causes sociales. En 2009, Firth a contribué à We Are One, une célébration des peuples tribaux, un recueil mettant en lumière les cultures autochtones, la diversité et les défis auxquels sont confrontées les communautés tribales du monde entier. L'ouvrage comprenait des contributions de penseurs occidentaux de renom tels que Noam Chomsky, Claude Lévi-Strauss et Laurence van der Post, ainsi que des voix autochtones comme Davi Kopenawa Yanomami et Roy Sesana. Les bénéfices du livre ont été reversés à Survival International, renforçant ainsi l'engagement de longue date de Firth en faveur des droits des peuples autochtones. Il s'est également lancé dans la production cinématographique pour des projets à vocation sociale. Firth a été producteur exécutif de In Prison My Whole Life, un documentaire qui mettait en vedette des personnalités intellectuelles telles que Chomsky et Angela Davis. Le documentaire explorait l'affaire Mumia Abu-Jamal et abordait des thèmes plus larges liés à la justice et à l'incarcération. Présenté en avant-première au Festival du film de Londres en 2007, il fut sélectionné pour le Festival du film de Sundance en 2008, bénéficiant ainsi d'une tribune internationale pour susciter le débat. Firth s'est également investi dans des travaux scientifiques et intellectuels. En décembre 2010, il a été rédacteur invité pour l'émission Today de BBC Radio 4, commandant une étude sur la possibilité que des différences structurelles dans le cerveau humain puissent expliquer les orientations politiques. Des volontaires, principalement des étudiants, ont subi une imagerie cérébrale. L'article scientifique qui en a résulté mentionne Firth comme co-auteur aux côtés de chercheurs de l'University College London et le professeur John Jost. Journaliste scientifique de l'émission a salué Firth comme un ambassadeur scientifique en neurosciences politiques. L'étude suggère que les conservateurs ont tendance à présenter un développement plus important de l'amygdale, tandis que les libéraux montrent un développement accru du cortex singulaire antérieur, reflétant une intersection tangible entre la science et la curiosité civique. En 2012, Firth a prêté sa voix à la littérature grâce à son travail de livre audio. Son enregistrement de La fin d'une liaison de Graham Greene est sorti sur Audible et a été déclaré livre audio de l'année aux Audie Awards 2013. Cette reconnaissance a mis en lumière sa capacité à transmettre des nuances, des émotions et de la gravité non seulement à l'écran, mais aussi par la parole, démontrant ainsi que son talent pouvait faire le lien entre de multiples formes de narration tout en continuant à captiver le public de manière réfléchie et significative. Que pensez-vous de l'histoire bouleversante de Colin Firth? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Des scènes étincelantes de Londres à la quiétude de son foyer. La vie de Colin Firth a été un mélange de génie de trahison et de résilience. Chaque chapitre de sa vie, de son ascension fulgurante au rang de star internationale jusqu'aux trahisons personnelles et publiques qui l'ont profondément marqué, révèle le prix de la célébrité et la fragilité de la confiance. À 65 ans, la tragédie de Colin Firth est plus que déchirante et raconte l'histoire d'un talent assombri par une souffrance intime. Si cette plongée au cœur de sa vie vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications. Puis cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires inédites de vies emblématiques loin des projecteurs.